Quand nous pensons à la grandeur de Rome, certaines images nous viennent à l'esprit. Le Colisée, les légions, les aqueducs et bien sûr, les bains, les thermes. Nous les imaginons comme le summum du luxe et de la civilisation. Des espaces majestueux de marbre et de mosaïque où les sénateurs discutaient de philosophie dans des saunas, à vapeur, et où les citoyens se détendaient dans des piscines d'eau chaude propre et thérapeutique. Ils sont le symbole d'une société qui maîtrisait non seulement le monde, mais aussi l'art de bien vivre. C'est une image séduisante, et comme c'est presque toujours le cas, ce n'est qu'une partie de l'histoire, une partie très petite et très propre, parce que les bains romains, bien qu'ils fussent des merveilles d'ingénierie et des centres vitaux de la vie sociale, étaient loin des paradis hygiéniques que nous imaginons. C'étaient des lieux bruyants, chaotiques et souvent dégoûtants de saleté. C'était un terrain propice aux maladies, un festival de fluides corporels et un endroit d'où vous pouviez repartir avec moins d'argent et plus d'infections qu'en y entrant. Ce soir, nous allons enlever la serviette de lin et plonger dans l'expérience réelle d'un bain romain. Nous allons sentir la chaleur, renifler les odeurs et découvrir pourquoi, pour un Romain, aller au bain était un mélange essentiel de plaisir social, de nécessité hygiénique et de risque biologique considérable. Pour comprendre les bains, il faut comprendre que pour un Romain, aller au therme n'était pas un événement spécial, c'était une routine quotidienne. C'était l'équivalent d'aller à la salle de sport, au centre communautaire, au café et à la bibliothèque, tout en un. Les bains ouvraient généralement à midi, et les gens s'y pressaient après une matinée de travail. Le prix d'entrée était incroyablement bon marché, souvent juste une petite pièce de cuivre, un quadrant. Parfois les empereurs ou de riches politiciens, dans un geste populiste, parrainaient et l'entrée gratuite pour tous. Ce n'était pas un club exclusif, c'était pour le peuple. Hommes, femmes, enfants, riches, pauvres, citoyens sociaux, esclaves, tout le monde se mélangeait dans cet espace commun. Votre parcours commençait à l'apoditerium, le vestiaire. Ici, vous vous déshabillez complètement. Il n'y avait pas de casier avec des cadenas. Vous laissiez vos vêtements dans des niches dans le mur, souvent sous la surveillance d'un esclave à qui vous deviez donner un pourboire. Et oui, les vols étaient si courants que les murs des vestiaires étaient souvent couverts de tablettes de malédiction, où les victimes demandaient aux dieux de punir le voleur qui avait pris leur tunique. Que celui qui m'a volé se dissolve comme l'eau, peut-on lire sur l'une d'elles. Un début relaxant. Une fois nu, le circuit commençait. D'abord, vous pouviez aller à la palestre, une cour en plein air pour l'exercice. Là, vous verriez des hommes soulever des poids, lancer des disques, lutter ou jouer à une sorte de handball avec une petite balle dure. C'était un endroit pour transpirer, socialiser et, bien sûr, montrer son physique. Après l'exercice, le rituel du bain lui-même commençait, et c'était un voyage à travers différentes températures, une sorte de thérapie par choc thermique. Vous commenciez dans le topidarium, une salle chauffée tiède. La chaleur était douce, conçue pour vous acclimater et vous faire commencer à transpirer. Le sol et les murs étaient chauds grâce à un ingénieux système de chauffage par le sol appelé hypocauste, où l'air chaud d'un fourneau circulait sous le plancher et à travers les murs. De là, vous passiez au caldarium, la salle chaude. La chaleur y était intense, comme dans un sauna moderne. L'air était épais de vapeur. Il y avait souvent une petite piscine d'eau très chaude dans laquelle vous pouviez vous plonger. C'était l'endroit pour vraiment transpirer, ouvrir vos pores et, selon la croyance romaine, purger les impuretés du corps. Et c'est là que le nettoyage romain devient étrange pour nous. Il n'y avait pas de savon.
Le concept de se savonner et de se rincer n'existait pas. Pour se nettoyer, les Romains utilisaient de l'huile. Ils s'enduisaient le corps d'huile d'olive, puis, avec un instrument métallique, incurvé appelé strigile, raclaient l'huile ainsi que la sueur, la saleté et les cellules mortes de la peau. Imaginez la scène, vous êtes dans une pièce chaude et embuée, entourée de dizaines de corps, nus, tous en train de se racler la crasse avec une spatule en métal. Et tout ce mélange d'huile, de sueur et de saleté. Où allait-il sur le sol, ou de retour dans les piscines? Après le caldarium, venait le moment du choc final, le frigidarium. Une grande salle souvent majestueuse, avec une piscine d'eau froide. L'idée était de plonger dans l'eau glacée pour refermer les pores et tonifier le corps. C'était une fin vivifiante au rituel du bain. Ensuite, vous pouviez vous sécher avec des serviettes de lin, vous faire masser ou simplement vous détendre. Les plus grands bains, comme ceux de Caracalla ou de Dioclétien à Rome, étaient de véritables complexes de loisirs. Ils avaient des bibliothèques, des jardins, des salles de lecture de poésie, des galeries d'art, et surtout des stands de nourriture. Vous pouviez acheter des saucisses, des pâtisseries, du vin. L'expérience du bain était une expérience sociale totale. Cela semble merveilleux, n'est-ce pas? Une journée d'exercice, de détente et de socialisation pour le prix d'un pain. Mais maintenant, regardons de plus près. Mettons des lunettes à microbes et voyons ce qui se passait réellement dans cette eau chaude et commune. D'abord, l'eau. Oui, les Romains étaient des génies de l'ingénierie, et les aqueducs amenaient un flux constant d'eau fraîche au bain. Mais un flux constant ne signifie pas un changement constant. L'eau des piscines n'était pas changée tous les jours, et elle n'était ni chlorée ni filtrée. C'était essentiellement une grande baignoire commune. Pensez maintenant à ce qui entrait dans cette baignoire. Des centaines, parfois des milliers de personnes par jour y entraient en sueur après l'exercice. Elles y entraient après avoir raclé leur crasse avec un strigile, et elles y entraient avec tout ce qu'elles portaient sur leur corps. L'urine dans l'eau était un fait accepté. Le poète Martial se plaignait des gens qui, trop paresseux pour aller aux latrines, se soulageaient simplement dans la piscine. Et ce n'est pas le pire. Les personnes ayant des plaies ouvertes, des ulcères de la peau sont bâcheux, des maladies infectieuses, toutes entraient ça dans la même eau. Les médecins romains, malgré leurs théories erronées, étaient bien conscients des dangers. Cels, un écrivain médical du 1er siècle, avertissait les personnes ayant des blessures fraîches d'éviter les bains car il savait qu'ils conduisaient, souvent, à la gangrène. Mais combien l'écoutaient, l'eau chaude du tépidarium et du caldarium était le parfait terrain de culture pour les bactéries. C'était une soupe microbiologique. Vous pouviez y entrer avec une petite coupure au pied et en ressortir avec une infection qui vous tuerait en une semaine. Les maladies oculaires comme le trachome se propageaient rapidement. Les infections fongiques comme le pied d'athlète étaient endémiques et les maladies intestinales étaient un risque constant. Et ce n'était pas seulement l'eau, les murs et les sols eux-mêmes, constamment humides et chauds, étaient recouverts d'une couche invisible de moisissures et de bactéries. Les scies strigilés étaient partagés ou nettoyés superficiellement. Les serviettes aussi. Les Romains étaient obsédés par la propreté, mais leur concept de celle-ci était fondamentalement différent du nôtre. Pour eux, la propreté était l'élimination de la saleté visible. L'idée d'un monde invisible de germes qui pouvait vous tuer leur était complètement étrangère. Ils se nettoyaient en raclant leur peau, mais ils le faisaient dans un environnement que nous considérerions aujourd'hui comme un danger biologique. L'écrivain Sénèque, qui vivait dans un appartement au-dessus d'un bain public, se plaignait amèrement du bruit. Il écrivait sur les grognements des haltérophiles,
le son des masseurs frappant le dos de leurs clients, les disputes des ivrognes, les cris des voleurs se faisant prendre, et surtout, le clapotis constant des gens sautant dans les piscines. Les bains n'étaient pas des spas silencieux, ils étaient l'endroit le plus bruyant et le plus chaotique de la ville. Mais malgré la saleté, le bruit et le danger, les Romains affluaient aux bains. Pourquoi? Parce que les thermes étaient le cœur de la vie sociale romaine. C'était le seul endroit vraiment démocratique de l'Empire. Au Forum, au Sénat, dans les villas des riches, la hiérarchie sociale était rigide et incontournable. Mais dans les bains, tout le monde était nu, et la nudité est un grand égalisateur. Un sénateur et un boulanger, dépouillés de leur tunique, devenaient simplement deux hommes romains transpirant ensemble dans le caldarium. C'était l'endroit pour voir et être vu, pour faire des affaires. Un marchand pouvait conclure une affaire dans le tépidarium. Un politicien pouvait sonder l'opinion publique en écoutant les conversations dans le frigidarium. Un poète pouvait réciter ses derniers vers dans les salles de lecture. C'est là que vous appreniez les nouvelles, les ragots, les derniers scandales. C'était le Facebook, le Twitter et le journal du soir de Rome, tout en un. Et pour la grande majorité de la population qui vivait dans de petits appartements sombres et surpeuplés, les insulae, les bains, étaient une bénédiction. C'était un endroit pour échapper à la surpopulation, pour profiter d'un espace ouvert et majestueux, pour sentir le luxe de l'eau chaude et du chauffage, même si ce n'était que pour quelques heures. C'était le salon public de Rome. L'histoire des bains romains est une haute histoire de contradictions. C'est un des monuments à l'ingénierie romaine, capable de chauffer et de déplacer d'énormes quantités d'eau avec une efficacité étonnante. Mais il témoignait aussi de l'ignorance de Rome en matière de microbiologie. Ils étaient le symbole du luxe et des loisirs romains, accessibles à presque tous, mais c'était aussi des endroits où la vie ne valait pas cher et où la maladie était une menace constante. C'étaient des centres de vie sociale intenses où des amitiés se nouaient et des affaires se concluaient. Mais c'était aussi des lieux de vice, de vol et de danger. Les Romains n'étaient pas stupides, ils savaient qu'il y avait des risques, mais les avantages sociaux, politiques et d'hygiène de base l'emportaient de loin sur les dangers. Aller au bain était une partie aussi fondamentale de l'identité romaine que de parler latin ou de croire en Jupiter. Alors, la prochaine fois que vous plongerez dans une piscine chlorée et cristalline, ou que vous vous détendrez dans un sauna silencieux et propre, prenez un moment, pensez à votre ancêtre romain, barbotant dans une soupe tiède d'eau, d'huile, de sueur et de fluides corporels de centaines de ses concitoyens. Pensez à lui, essayant d'écouter un poème par-dessus les cris, tout en raclant la crasse de la journée et en priant pour ne pas attraper une infection oculaire. La grandeur de Rome ne résidait pas dans sa perfection, mais dans son audace, dans sa capacité à construire des merveilles de marbre et de mosaïque, même si l'eau qu'elle contenait pouvait vous tuer. Ils nous ont laissé un héritage d'architecture, d'ingénierie et une idée de la vie publique qui résonne encore. Et ils nous ont aussi laissé une leçon très importante.